tous et toutes d'être là pour cette deuxième table ronde en ligne. Celle-ci s'appelle Agir en s'inspirant de la pensée complexe. On va essayer, je m'engage à essayer d'être le plus concret possible. J'ai harcelé mes 4 invités pour qu'ils soient le plus concrets possible et si possible qu'ils vous parlent même de leurs problèmes. Pour contexte, pourquoi agir en s'inspirant de la pensée complexe au-delà de l'urgence que l'on connaît de métamorphoser, de transformer la société pour qu'elle soit finalement viable, parce qu'actuellement, notre mode de vie entraîne l'inhabilité de notre milieu de vie. Finalement, métamorphose, je le prends dans ce sens-là, c'est la manière dont on en a parlé, c'est la transformation de notre organisation sociale, économique. Pardon, je me suis vue, ça m'a bloqué. La transformation de notre société pour qu'on rentre dans les limites planétaires et qu'on ne meure pas tous, à commencer par les personnes qui ont le moins pollué, en gros. Donc pour ce faire, c'est quand même intéressant de s'outiller de pensée complexe, entre autres parce que par la dialogique, elle permet de pouvoir activement participer au changement de la société, tout en vivant dans la société. Parce que si, et j'en suis certaine, vous faites partie de tous ces actants qui essayent de s'engager, que ce soit de manière associative, politique, personnelle, militante dans des transformations écologiques, vous avez bien sûr forcément un inconfort du fait d'être dans un système et de vivre d'une certaine manière qui va parfois à l'inverse de nos espérances, de nos valeurs, des souhaits qu'on a pour le futur et la métamorphose. Donc pour répondre à cette question du comment agir en s'inspirant de la pensée complexe pour faire advenir une société écologique et juste, j'ai le plaisir d'accueillir 4 praticiens de complexité qui côtoient la pensée complexe depuis longtemps et qui sont de gauche à droite. Xavier Normand, donc maire de Castanet-Tolosan depuis 2020 avec une liste citoyenne écologique et sociale. Frédéric Bosquet, initiateur de la monnaie locale Le Sol Violette et co-créateur surtout de l'écosystème pour la revitalisation rurale par le revenu de base Terra, que vous connaissez peut-être. Christophe Audouin, délégué régional Occitanie de Suez, responsable du développement commercial des relations institutionnelles, et Nathalie Molinaire, psychiatre, thérapeute systémicienne, consultante pour le changement. Donc je vous remercie d'être là tous les 4. Je me présente en quelques mots. J'ai suivi le master spécialisé éco-ingénierie dont vous parlez tout à l'heure, Jean-Yves Rossignol et Pascal Rogero. J'ai été diplômée en 2019. Je suis sortie de là pleine de joie et d'espérance parce que j'espérais pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'on se raconte en fait depuis 3 heures. Et depuis 2019, je n'ai que des problèmes. Je n'ai que des problèmes. Je pensais qu'on m'attendait pour faire la révolution, c'est faux. Je pensais qu'on allait me payer pour organiser la révolution et la métamorphose, c'est faux. Je pensais que j'allais pouvoir parler de complexité avec tout le monde et que tout le monde serait ravi. C'est faux. Donc je suis... Bienvenue. J'ai le plaisir de revenir à l'université pour demander au sein de l'université, mais enfin, qu'est-ce qui se passe-t-il donc dans le vrai monde? C'était pas comme on m'avait dit. Voilà, donc si vous voulez bien, on va commencer avec toi, Xavier. Donc Xavier Normand, monsieur le maire. Monsieur le maire, s'il te plaît, depuis 2020, vous avez monté une liste citoyenne composée de gens qui étaient encartés, de gens qui n'étaient pas encartés. Vous avez porté un projet écologique et social, vous avez été élu. Et maintenant que ce collectif a été élu, vous exercez le pouvoir politique, la fonction politique publique locale dans cette ville de Castanet-Tolosan. Comment est-ce que, pour toi et pour vous, la pensée complexe se traduit en agir politique, s'il te plaît? Alors, bon, moi, je suis... la première fois que j'ai rencontré le nom d'Edgar Morin, c'était en 1978. J'avais 14 ans, j'étais en classe de seconde au lycée Emmanuel Mounier à Grenoble, et un prof nous a parlé de l'homme et la mort d'Edgar Morin, en nous disant ça, c'est une pensée vraiment intégrée, complète, etc. C'est remarquable. Comment je me souviens encore de cette anecdote-là, parce qu'un
prof de français et sciences économiques et sociales en seconde. Bon, il s'est passé un peu de temps depuis. Voilà, c'est quand même la force de cette idée, de l'idée de relier, de l'idée d'avoir une vision d'ensemble sur les choses, de l'idée de ne pas séparer tel était l'aspect qui était passé à travers ce prof qu'en avait parlé. Alors après, moi j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé sur la modélisation de la turbulence, puis la modélisation de systèmes complexes, et c'est comme ça que je suis revenu. J'ai découvert les travaux de Jean-Louis Lemoigne, et puis finalement d'Edgar Morin, auquel je suis revenu et je suis un peu dans le lien avec la complexité, adhérent de l'Association pour la pensée complexe, du mouvement pour la modélisation de la complexité depuis 2003. J'ai rencontré Edgar Morin pour la première fois en 2004 dans un colloque Von Foster à Paris, et voilà, c'est très émouvant pour moi et un grand honneur d'être ici aujourd'hui. Alors c'est vrai que moi je considère je constate plutôt que la pensée complexe fait partie de mon quotidien, de mon paysage, et que c'est à la fois une boussole pour plein de choses, quelque chose pour lequel on peut se mesurer en permanence, un guide, mais aussi un peu un signe de reconnaissance. En disant, tiens, telle ou telle personne a également cette lecture du monde, et ce point commun entre nous va grandement faciliter notre intercompréhension, notre travail en commun. Et donc je repère un petit peu comme les gens qui ont le petit doigt de travers, là, mes pairs voilà, je repère les gens à un certain nombre de signes, et je pense que beaucoup d'entre nous, on en est un petit peu là. On se dit, tiens, on se teste, et puis on voit si on a cette vision, cette lecture un peu plus dans l'épaisseur de la réalité, ou si on veut aller tout de suite aux conclusions, séparer les choses, dire non, ça ne peut pas être à la fois ça et ça, etc. Alors, donc c'est un élément qui a joué dans la constitution de ce collectif citoyen. C'est là que j'y viens, à Castanet, parce que finalement, on s'est dit, tiens, on s'est reconnu à un certain nombre de gens en disant, on peut faire autrement, et notamment, on peut faire autrement en pensant les choses de manière plus globale, plus intelligente, et plus dans la dynamique de l'action. Alors je dirais, j'ai cherché un petit peu, j'ai cherché à faire des liens entre cet air que je respire un peu parfois sans y penser, et puis quand même des éléments un petit peu concrets de la pensée d'Edgar Morin. Et je viens de relire Éthique, qui est le tome 6 de la méthode. Je l'avais acheté en 2004, je l'avais lu, il m'avait fait une grosse impression, et alors là, j'ai vraiment retrouvé des tas de choses. Donc, première idée pour l'université populaire, moi je veux bien parler de toutes les résonances entre ce qu'il y a dans un ouvrage comme celui-là, qui est très théorique quelque part, mais qui est en même temps qui lance des pistes, un petit peu comme une plante grimpante, qui lance des petits jets comme ça en se disant, est-ce que je vais accrocher quelque chose? Et nous, on est capable, je vois, je lis, je ressens plein de situations dans lesquelles effectivement il y a des liens. Alors, quelques éléments pour essayer de répondre à ta question le plus concrètement possible. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ce qu'Edgar Morin appelle l'écologie de l'action. Donc c'est la reconnaissance du fait que quand on lance quelque chose, on ne sait pas trop, on n'est pas sûr à l'avance de ce à quoi ça va arriver, mais si on prend l'engagement de le faire dans une méthode constructive et dans le dialogue et dans les itérations, en travaillant avec le regard des autres, etc., on a une bonne chance réelle de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'était donnés en termes d'éthique, en termes de valeurs, parce qu'on va le faire comme ça. Et traduction pour nous, un programme municipal qui tient en 2 pages, simplement, dans lequel on va annoncer des grandes lignes et on va dire, on va mettre au milieu la participation citoyenne, en disant de toute façon, la clé des clés, c'est de poser un nouveau cadre démocratique et ensuite de lancer un certain nombre de pistes et d'affirmer des valeurs. Et avec ça, on prenait l'engagement de faire avec. Et finalement, là, on est à 3 ans, on est pile à la mi-mandat, et on vient vraiment de faire le point sur toutes les choses qui ont été lancées dans ce cadre. Ce n'est pas des choses qui avaient été annoncées
précisément comme des actions concrètes. On n'a pas fait un catalogue, mais on peut faire une trace, on peut garder la trace de tout ce qu'on a lancé, de la démarche avec laquelle on l'a fait, et ça a été beaucoup plus accepté. Alors moi, j'ai une chance par rapport à Mathilde, c'est qu'effectivement, je sais à peu près, je reçois des retours assez positif quand même de plein de choses. On a, quand on procède de cette façon, on nous dit « Ah oui, ben tiens, c'est sympa votre truc parce qu'on y a participé. » Voilà. Donc bon, ça c'est un premier point. J'avais un deuxième point très, très simple, parce que je parle de participation citoyenne. Alors dans Éthique, j'ai trouvé cette phrase « La démocratie produit des citoyens qui produisent la démocratie ». Voilà, ça c'est typiquement de la pensée complexe. Et c'est vraiment du concret absolu pour nous, parce que on a conçu notre dispositif de participation citoyenne comme une démarche de progrès, dans lequel, à chaque fois, vous allez voir, on va commencer petit, on va essayer des petites choses. Au début, vous n'aurez pas trop confiance, puis petit à petit, on va s'apprivoiser. Et c'est ce qu'on constate. Saison 2 de nos commissions extra-municipales, etc., on a changé de braquet parce que la démocratie qu'on a pratiquée a produit des citoyens qui sont aujourd'hui à même de produire une démocratie plus vivante et plus forte. Et juste, je voulais cette petite incise, parce que par rapport à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est la pensée complexe? Alors, je ne me hasarderai pas une définition, mais souvent, on dit, on sait ce que c'est qu'une pensée non complexe, une pensée qui coupe et qui perd des liens. Bon, ça, c'est une chose. Mais un exemple très concret en politique, et évidemment, quand on y est forcément confronté à cette question, c'est le « en même temps ». Tout le monde connaît le « en même temps » d'Emmanuel Macron, et il ne suffit pas de dire « en même temps » pour être dans la pensée complexe. Il faut assumer toutes les conséquences de ce « en même temps ». Et en fait, c'est ça. C'est faire le premier pas, c'est bien, mais la pensée complexe, finalement, quand on a commencé à faire le premier pas, il faut aller au bout. Il faut assumer toutes les conséquences de ça. Et un exemple très concret en politique, et je m'arrêterai là, c'était la Convention citoyenne pour le climat. Très bel exemple de co-construction, très bel exemple, très intéressant sur la méthodologie. Et à un moment donné, d'un président qui dit « Ouh là là, mais ça va beaucoup trop loin, j'ai peur, je coupe le fil, parce qu'à un moment donné, je ne peux pas assumer. » Donc là, on se coupe de cette pensée, et c'est, à mon sens en tout cas, un réel problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On retient la place de l'intelligence collective, des outils d'intelligence collective. On retient le fait de faire un programme sur un parti pris de méthode et pas sur des éléments de fond, en se disant on s'engage sur les modalités du processus. Et moi, j'avais retenu dans ce que tu m'avais dit d'assez précieux, c'est que aussi au niveau de l'exercice du pouvoir, vous avez cherché à le dépersonnaliser en investissant fort le collectif et en faisant une élection sans candidat pour définir ton rôle, donc la tête de liste. Merci beaucoup. Donc je voudrais continuer avec toi, Nathalie. Donc Nathalie Moliner. En tant que thérapeute systémicienne psychiatre, tu as travaillé auprès d'adolescents et de leurs familles aux urgences psychiatriques. Et en parallèle, tu accompagnes des personnes et des groupes engagés dans la métamorphose écologique et sociale de la société. On peut dire que tu es une activatrice du changement. Donc la question toute venue, c'est comment est-ce que la pensée complexe permet de susciter le changement ? Bonjour à tous. Je suis très honorée d'être là et en toute humilité, je vais essayer de parler de ma pratique. Effectivement, la crise, c'est mon truc. Je pense que c'est parce que je suis un peu paresseuse, c'est-à-dire que j'aime bien profiter de l'énergie potentielle que contient la crise en vue du changement. Parce que c'est souvent des occasions pour qu'advienne du changement. Alors bien sûr, dans un premier temps, on veut souvent revenir à l'état antérieur, mais bon, par exemple, dans le cas du modèle de la crise d'adolescence, c'est pas possible. Donc, ça ouvre la possibilité de créativité. Donc, moi, par rapport à mon rapport à ma sensibilisation à la pensée d'Edgar Morin, j'étais pédiatre avant et quand je suis arrivée en pédopsychiatrie pour m'occuper, donc être responsable d'un service d'adolescents en
crise, je me suis rendu compte que pour moi, c'était évident qu'un enfant, ça avait toujours été évident qu'un enfant grandissait dans ces écosystèmes et que j'avais toujours pris en charge les enfants en fonction de leur environnement et aussi en pensant que je faisais partie, en toute humilité à nouveau, de cet environnement-là. Donc, en pédopsychiatrie, j'ai creusé cette question et donc la pensée récursive, la pensée circulaire et récursive dans laquelle j'étais, et je me suis appuyée sur la théorie. Bon, je me suis formée à l'approche systémique par le biais de l'approche de la thérapie familiale. Donc, en sachant que cette approche systémique-là, en tout cas la formation que j'ai faite était quand même multifocale et qu'on n'était pas du tout bloqué dans l'approche de Palo Alto et qu'on était plutôt dans le constructivisme. Et donc ensuite, je me suis sensibilisée à la pensée d'Edgar Morin. J'ai eu pour ça la chance d'avoir un collègue qui était lui-même systémicien et maurinien, on va dire. Donc, comme Mathilde, Mathilde m'a demandé quelle intention j'avais en venant ici. Donc, j'avais envie de dire que je voulais partager mon enthousiasme, mon enthousiasme à cultiver la souplesse pour alterner action et réflexion, donc l'agir-penser en complexité. Donc, je vais prendre un exemple dans mon service d'adolescent. Je rebondirai sur... Oui, on va dire que... Oui, avant de dire ça, peut-être que je rebondirai sur l'importance de la reliance dont en parlait Jean-Yves tout à l'heure et également la question de la dialogique. Je suis d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure sur le fait que pour moi, c'est aussi un modèle de pensée, une façon de m'apaiser, à pouvoir penser deux choses contradictoires en même temps. Et donc, par exemple, en ce qui concerne les adolescents, ou nous tous d'ailleurs, la question du dehors et du dedans, dehors-dedans du service, et aussi la question de l'ordre et du désordre, à penser ensemble. Donc, par exemple, je peux prendre un exemple qui arrivait souvent, c'est-à-dire un adolescent très en colère, qui casse des choses, qui s'exprime de cette façon-là, et qui pouvait arriver donc, dans le service. Donc, la première chose, c'était de l'écouter, de comprendre comment il définissait son problème et également d'écouter son entourage pour essayer de savoir comment eux définissaient le problème et voir si d'emblée on arrivait à avoir une définition qui pouvait se rejoindre. Déjà, on avait déjà fait un gros pas, sinon c'était un peu ça qui était un peu au travail. Bon. Pour ce qui est de... donc les prises de décision que je prenais, que je parle au passé parce que j'ai fait autre chose depuis, donc mes prises de décision étaient donc nourries d'une réflexion sur l'analyse de la situation. Et par exemple, si je décidais de prescrire un médicament, à ce moment-là, c'était dans l'idée exprimée, et avec l'accord de tout le monde, que l'adolescent puisse se remettre en pensée, que le niveau émotionnel baisse, qu'il ou elle puisse se remettre en pensée, et de façon à pouvoir donc se remettre en réflexion et à décaler un petit peu son regard, et éventuellement pour permettre des entretiens familiaux. Alors à la suite de ça, donc fidèle à la question de l'agir-penser en complexité, j'ai analysé bien sûr les effets de mes prises de décision pour en prendre d'autres, et c'est ainsi que par exemple je pouvais finir par arrêter un traitement dans la mesure où l'adolescent était assez apaisé, ça n'avait plus d'intérêt dans l'objectif qu'on avait fixé au début. Bon, j'espère que je ne vous perds pas trop. J'essaie. Donc, dans le cadre de cette prise en charge-là, j'ai également mis beaucoup d'énergie à m'occuper de l'équipe, en considérant... Après, dans les services de psychiatrie, de pédopsychiatrie en particulier, on fait quand même normalement de la régulation d'équipe et de l'analyse de pratique, qui est donc un exercice de réflexivité. C'est-à-dire que c'est l'occasion de faire des allers-retours entre ce qu'on vit et ce qu'on pense, de façon à alimenter nos actions, nos prises de décision, et ensuite, en agissant, on a des informations qui peuvent alimenter notre réflexion. Donc, cet exercice de réflexivité est très important et permet de s'utiliser soi-même, d'utiliser les informations
que nous avons récoltées en agissant pour alimenter notre pensée. Donc d'une certaine façon, se servir soi-même, travailler cette posture où on se sert de soi-même comme d'un outil, c'est-à-dire, je veux dire de soi-même, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Donc c'est cette question de prendre du recul avant d'aller se remettre les pieds et les mains dans le cambouis. Des fois les deux, effectivement. En faisant ça, voilà, c'est là, et ça c'est quelque chose, donc je vais prendre un deuxième exemple, donc dans le domaine de l'accompagnement que je fais à tous ceux qui œuvrent pour la justice sociale et écologique et environnementale. C'est un exemple, c'est une façon de fonctionner qui, pour moi, à l'évidence, doit s'exporter dans tous les domaines où on veut amener du changement et où on veut effectivement être dans cette dialogique dont parlait Mathilde tout à l'heure, c'est-à-dire être à la fois dans notre monde et amener et aller vers un changement de paradigme dont Edgar Morin se fait le porte-parole. Je pourrais. Donc, le deuxième exemple que je vais prendre, c'est donc dans le contexte d'un accompagnement où enfin voilà, il s'agit de Laura qui est. Les prénoms ont été changés. Oui, Laura qui est élue dans une ville moyenne, qui est élue chargée de l'écologie. Elle a par ailleurs plein d'activités. Elle a un job de responsable RSE et elle est aussi dans des associations. Enfin bon, Laura, elle n'a pas que ça à faire, de faire des choses qui servent à rien. Et il se trouve qu'elle est complètement effondrée parce que là, depuis qu'elle est élue, le maire lui a dit... Occupe-toi du bilan carbone de la ville et également d'ailleurs de l'agriculture urbaine. Et ça lui prend un temps pas possible. Et il lui a dit, et on va embaucher quelqu'un dont ce sera la mission à la mairie. Donc elle a joué le jeu, elle travaille à fond. Et puis non seulement il n'embauche personne, mais il lui dit, mais les gens ne sont pas prêts, je ne vais pas dépenser d'argent pour ça. Et en plus, il se sert de ce qu'elle fait pour se faire mousser, à faire du greenwashing sur la gazette de la mairie. Donc là, elle est prête à tout plaquer, à s'en aller. Donc on analyse ensemble la situation. Et pour constater que plus elle travaille dans ce sens-là, plus elle entretient le non-changement. Hein, puisque voilà, tout le monde a un bénéfice à ce qu'elle fasse ça. Et au passage, en plus, au conseil municipal, personne puisqu'elle occupe cette fonction, personne ne soutient. Donc elle s'épuise. Donc, voilà. Donc nous prenons un peu de recul et elle décide qu'elle va poser sa limite auprès du maire, lui dire qu'elle ne fera plus rien concernant cette mission-là tant qu'il n'aura pas tenu sa promesse. Donc ça lui permet, elle, de se relier à elle-même, hein, puisque au passage, je vous livre la réflexion que la reliance, ça vaut pour soi avec soi, c'est-à-dire se démorceler pour pouvoir se relier, d'ailleurs sa partie agissante et sa partie pensante d'ailleurs. Donc elle se relie à elle-même, à ses besoins, elle va se reposer. Elle va reprendre contact avec des amis qu'elle n'arrivait pas à avoir, se ressourcer et ensuite on va observer ce qui va se passer. Hein. Donc effectivement il s'est passé des choses. Alors finalement elle a fini par changer de région, mais entre-temps effectivement il y a d'autres personnes qui sont intervenues, qui sont venues la voir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça a produit un petit peu de crise, on va dire. Hein. Donc l'idée c'était de favoriser une situation de crise, que les choses se voient pour qu'éventuellement il y ait d'autres décisions. Effectivement, le maire a pris d'autres décisions. Bon, il y a quelque temps que je n'ai pas eu de nouvelles, je ne suis pas sûre qu'il ait embauché quelqu'un, mais enfin, en tout cas, c'est un exemple qui illustre le fait que parfois c'est ne pas faire qui permet du changement. Et qui est à la base de l'écologie de l'action, enfin, en tout cas. Voilà, je vais peut-être, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire dans le temps imparti que j'ai dû dépasser sans doute, mais je pourrais dire que donc par rapport à la crise, dans mes accompagnements comme en tant que thérapeute systémicienne, je m'appuie sur la pensée d'Edgar Morin pour penser mes actions comme des paris,
hein, et avec une stratégie derrière, donc une stratégie qui consiste à observer, à relever les signes faibles, à observer ce qui se passe ensuite pour pouvoir y réfléchir et prendre d'autres décisions et ainsi de suite. Voilà, donc je pense que j'ai quand même envie de répéter que donc pour moi la crise est un potentiel de changement, donc ça nous amène à la crise écologique que nous vivons et à la position d'optimisme volontaire que j'essaie de maintenir, aidée par la pensée d'Edgar Morin et l'écologie de l'action. Voilà. Merci beaucoup, on retient bien l'intérêt de la crise. Alors peut-être tu vas avoir des appels a posteriori. Bon là, la crise, il y a un peu trop de crise, on a un peu trop provoqué de crise. Mais on retient bien l'usage de dialogique pour penser deux choses contradictoires, l'usage de la crise comme potentiel de changement et la boucle. On pense, on agit, on pense, on agit, on pense, on agit, comme étant la définition de l'action en complexité. Christophe Audouin, s'il te plaît, donc de formation environnementale et technologique, tu travailles chez Suez depuis 30 ans. Tes missions ont été de gérer des services d'eau, des infrastructures en France, également en Asie, de gérer des pollutions agricoles et récemment de créer un réseau d'intelligence économique pour déployer des projets de coopération. Donc, par exemple, typiquement, moi, je suis très intéressée pour t'entendre sur comment est-ce que tu as vécu et porté, comment est-ce que tu as agi en complexité pour la métamorphose écologique dans une aussi grande entreprise que Suez, dans laquelle on imagine assez bien que disjonction, centralisation, hiérarchisation sont des opérations qui structurent la pensée collective et qui sont des opérations assez peu communes à la pensée complexe. Merci Mathilde. Agi et survécu, hein, quand même. Alors, moi j'ai rencontré Edgar Morin en 1992, parce qu'à l'époque, il y avait un patron à la Lyonnaise des Eaux qui pensait que les cadres devaient être un peu cultivés, et donc il nous a fait voir un certain nombre de conférences, et une des conférences, c'était Edgar Morin, qui à cette époque-là présentait Terre Patrie. On était l'année d'après la conférence de Rio, si vous vous rappelez un petit peu de ce contexte. Donc, première impression, moi j'avais mon bagage d'ingénieur et d'avoir travaillé en fac en écologie, et puis donc je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Terre Patrie il y a cette notion d'une mince couche de vie autour de la Terre qui est le lieu où l'humanité naît. En fait il y a une notion de continuité, ça a enclenché pour moi un certain nombre de réflexions et sûrement de liens et de mise en cohérence de tout ce que j'avais appris. Et puis ensuite, la pensée complexe, alors on a entendu Machado tout à l'heure avec plaisir, c'est le bagage que j'ai j'ai tout mon chemin, en fait, j'ai cheminé avec la pensée complexe, et alors je vais faire plaisir à Mathilde, je vais parler des difficultés. Je vais vous citer une phrase qui est dans l'avenir de la méthode d'Edgar Morin. Je découvrais une nouvelle source d'erreurs et d'illusions, la disjonction entre les connaissances et la réduction du complexe au simple, du composite en ses éléments. Une des différences et des difficultés majeures dans l'entreprise, c'est que le monde de l'entreprise est un monde où on a tendance à être assez réducteur, à vouloir classer les choses dans des cases, et c'est juste le contraire de la pensée complexe. Alors on peut se dire que à ce moment-là c'est fichu, hein, ou alors on peut se dire qu'on a peut-être une antidote qu'on va pouvoir utiliser au fil de l'eau, et ça a plutôt été mon cas. Xavier disait tout à l'heure qu'à des moments on rencontre des gens qui ont compris, un peu comme nous, etc. Mon cheminement c'est plutôt ça, c'est avec le bagage de la pensée complexe, en avançant, au bon moment, avec les bonnes personnes, d'établir des connexions, et puis l'âge venant, il y a cette notion de transmission qui se fait aussi avec des anciens collègues ou des étudiants. Et donc la pensée complexe, elle peut très bien rentrer comme un mycélium, je repique un morceau de Xavier, dans l'entreprise et aider à accompagner ces changements. Ça c'est un premier point. Il y a une autre phrase d'Edgar que j'aime bien parce que j'ai eu la grande chance de travailler à la Défense pendant 14 ans. Il disait « Je n'écris pas d'une tour qui me soustrait à la vie, mais au creux du tourbillon qui m'insère dans la vie ». Alors pour quelqu'un qui travaille dans l'eau, en plus vous imaginez que cette image de tourbillon elle est parlante, mais elle veut surtout dire une chose, c'est que par rapport à l'action,
La pensée complexe, pour moi, elle est indissociable de l'action. Et d'ailleurs, toute la vie d'Edgar Morin le montre bien. Donc on est dans une pensée qui permet d'agir et où on reboucle avec de l'information. Encore une petite métaphore aquatique. Moi, c'est une phrase que vous connaissez sûrement et que j'adore. Vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitude, à travers des îlots de certitude sur lesquels on se ravitaille. Donc vous aurez compris que là je suis dans un bel îlot ce soir, avec vous tous là. Il y a des moments comme ça, en fait, où on peut se ravitailler, puis après on va aller affronter le gros temps et affronter la mer. Mais cette notion de pensée complexe, elle est là. Edgar a dit à d'autres moments qu'il y a des oasis qui se mettent un peu partout et qu'à un moment on peut arriver à les connecter. C'est aussi ce qui se passe là. Donc ça permet de faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai eu pendant 12 ans un autre métier, donc tu en as parlé un peu, c'est d'être le patron de l'intelligence économique. Alors je ne sais pas si ça vous parle, en gros, on peut appeler ça le renseignement, la veille concurrentielle, tout ce que vous voulez. Quand on parle d'information, de renseignement pour agir, en fait, la notion de connaissance sur laquelle la pensée complexe est beaucoup revenue, est extrêmement importante. La notion de l'analyse des biais, la notion de remise en cause, de se dire que c'est pas parce qu'on a trouvé une vérité qu'une autre n'est pas vraie, etc., est fondamentale pour ne pas se faire enfermer dans des pièges de simplification. Quand on fait un travail où on essaye de comprendre... Donc ce type de travail, c'est par exemple d'essayer de comprendre comment fonctionne un territoire, qui sont les acteurs, qui sont les parties prenantes. Et puis quand on a en face de soi quelqu'un qui dit « Ok, mais tu me résumes ça en une demi-page », alors ça, c'est pas complexe, quoi. Parce qu'en fait, le sujet, il est beaucoup plus complexe. Et ben, on s'adapte et on essaye de le faire. Et puis je reviens sur cette notion d'incertitude et de crise qui est évidemment fondamentale, sauf qu'on ne les choisit pas, hein, on est d'accord. Encore une phrase d'Edgar, mais qui moi me guide beaucoup. Si l'ignorance de l'incertitude conduit à l'erreur, la certitude de l'incertitude conduit à la stratégie. Et la notion de stratégie dans le travail de la pensée complexe est très importante. Donc quand vous faites un travail une stratégie, c'est quelque chose qui va permettre qu'un projet collectif se mette en place ou pas. C'est comment on va, c'est pas seulement quelque chose qui est guerrier, enfin, c'est comment on va pouvoir créer des ponts là où il n'y en a pas, être capable, parce qu'on a une posture que moi de dialogique un peu et d'une posture humaniste aussi, arriver face à une situation compliquée, complexe, tout ce que vous voulez, d'essayer d'être ceux qui font la voie du milieu et qui ne vont pas dans les extrêmes et qui arrivent à faire progresser les choses. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais essayer de dire. Merci. Tu me dis si j'ai pas fini. Mais... Non. Pardon ? Oui ? C'est complexe de la marchandisation de l'eau. Vous faites partie d'une société qui a fait de l'eau un produit. Oui. C'est complètement... Je m'excuse, monsieur, c'est intéressant ce que vous dites. Oui. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je m'en vais ? Non. Non, mais c'est une vraie question, c'est-à-dire comment est-ce que... et c'est une question que beaucoup de gens autour de moi se posent, des gens qui sont diplômés ingénieurs et qui sont au sein d'entreprises privées qui ont des finalités, d'ailleurs, qui nous échappent. Des sociétés comme la vôtre. Mais... Alors, je peux d'abord vous dire une chose. La personne qui est devant vous, c'est Christophe Audouin. C'est une personne. Pas peu importe. Je ne veux pas porter toutes les choses... C'est pas vous que la... Bah si. La société. Ensuite, je vais vous dire que... Oui. Si vous voulez, combien de personnes travaillent dans des entreprises où ce que fait l'entreprise n'est pas complètement aligné avec leur éthique ou avec leurs valeurs ? Faites un sondage. Il y en a qui sont... Donc c'est exactement une question de l'agir en complexité, c'est-à-dire quelle stratégie on évoque. À ce sujet-là, je me permets de faire un peu de pub. J'ai écrit un article en interrogeant de nombreux proches qui sont justement des gens qui ont bifurqué, c'est-à-dire qui se sont dit « moi je veux avoir une vie cohérente avec mes valeurs écologiques et sociales ». Et donc il y a multiples stratégies, des stratégies qui sont d'être à l'intérieur de grandes structures et de faire des liens et d'influencer. Il y a des stratégies qui se construisent contre, il y a des stratégies qui se construisent en politique et il y a des stratégies qui cherchent à instaurer un rapport de force.
Oui, des alternatives, et d'autres, un rapport de force pour orienter. Effectivement, ça c'est à échelle d'individu. Et encore une fois, à échelle d'individu, quelle est la marge de manœuvre des uns et des autres? Comment est-ce qu'on l'investit? Comment est-ce qu'on choisit de l'investir? Effectivement, c'est une bonne question, mais je voudrais là qu'on adopte la posture qu'a adoptée l'ATECOPOL, l'atelier d'écologie politique, lorsqu'en 2018, ils ont écrit cette lettre dans laquelle ils interpellent les ingénieurs aéronautiques de Toulouse en disant « Vous êtes nos frères, nos cousins, nos voisins, on voudrait bien ne pas vous avoir comme proches, mais c'est raté, vous êtes là. » Donc, qu'est-ce qu'on fait avec vous? On vous interpelle et on dit « Vous êtes là, puisque vous êtes là, pensons ensemble la redirection de votre industrie et pensons ensemble les marges de manœuvre que vous pouvez investir de là où vous êtes. » Et pour certains, ça va être quitter le navire, et pour d'autres, ça va être chercher à l'intérieur à transformer tels qu'ils sont. Actuellement, on vit un contexte où il y a un gros mouvement écologique qui vient de subir une dissolution, et la plupart de ces porte-paroles appellent à la complémentarité des actions. Effectivement, je vais m'en arrêter là, et on pourra avoir une conversation autre ensuite. Mais, ouais, merci. Merci Mathilde. Comment on fait pour survivre dans une entreprise en phase de contradictions, d'interpellations diverses de tous les côtés? J'ai passé 5 ans en Bretagne avec plein de choses contradictoires. Est-ce qu'on est capable d'essayer de dialoguer, on essaye de trouver des solutions, ou on claque la porte et on sort? En l'occurrence, je vais vous donner un autre exemple de politique publique, et après on va vous passer la parole, Frédéric, parce que j'ai hâte de vous entendre. En politique publique, je vais vous dire, j'ai une amie qui a fait le MSEI avec moi, le master éco-ingénierie, et donc moi je travaillais auprès des politiques publiques, elle travaille en politique nationale. On se voyait une fois par mois, à chaque fois qu'on mangeait ensemble, on était là. Bon, ça avance de ton côté ? Parce que chez moi, ça n'avance pas du tout. C'est-à-dire que moi, je disais, bon, j'espère qu'à l'échelon national, le pouvoir est en marche et qu'il y a quelque chose de faisable. Et elle me disait, j'espère qu'au local, au moins, ça avance et qu'on a prise sur les choses. Voilà, ça vous résume un peu le sentiment de désœuvrement et d'impuissance qui est largement partagé. Et c'est quelque chose dont je reviens, l'idée que le pouvoir est quelque part et qu'il y a quelqu'un qui a le bouton rouge devant lui qui suffirait à nous soulager tous. Est-ce que Frédéric, s'il te plaît, Frédéric Bosquet, donc pendant 10 ans, tu as mis en réseau toutes les expériences, les héros du quotidien, comme tu as dit, qui s'engagent auprès des communs, dans l'agriculture, dans les monnaies locales, dans les artisanats. Tu as tissé, et d'ailleurs, complexité vient aussi de complexus, qui je crois veut dire tisser, en tout cas c'est ce qui est écrit dans l'introduction à la pensée complexe. Donc tu as tissé un écosystème territorial coopératif que tu as souhaité, en mettant en lien les gens, plus résilients, plus écologiques. Or, je suis au regret de constater que la complexité n'est pas rentable. La complexité n'est pas court-termiste. La résilience, la réduction des impacts écologiques ne rapporte rien. Donc ma question, c'est comment, pendant 10 ans, as-tu contourné les contraintes économiques de rentabilité pour créer ainsi un écosystème territorial rural, écologique, social, résilient peut-être? S'il te plaît. Bon, bonjour à tous. D'abord, juste pour vous dire que c'est très dur pour moi d'être à Toulouse. Vous êtes vachement nombreux. Il y a des voitures partout, des signaux partout. Et j'avoue que passer d'un petit village de 200, 300, 400 habitants à une mégalopole comme Toulouse après être parti il y a 10 ans, c'est pas facile. Juste, je voulais vous dire ça parce que comment dirais-je, je vois la complexité voilà, dans laquelle nous sommes, et vraiment je la ressens jusque dans mes muscles, quoi. Parce que depuis maintenant presque 10 ans, j'habite dans un petit village dans le Lot-et-Garonne, après avoir eu une vie extrêmement intense à Toulouse et puis à Montauban. J'étais dirigeant de plusieurs sociétés, en particulier dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Et puis, j'étais aussi très engagé dans les monnaies citoyennes locales, puisqu'à l'époque, on a créé avec nos amis le Sol Violette à Toulouse. Et j'étais très engagé dans un mouvement avec Patrick Veury qui s'appelle le Mouvement Sol. Et puis, en 2009, on a aussi été à l'origine d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement français pour un revenu de base. On parle beaucoup de revenus de base. Tiens, on va faire un test. Combien de personnes ont entendu parler du revenu de base ou du revenu universel? Waouh! Vous voyez ça? C'est toutes les petites racines qui poussent dans la forêt et qu'on n'entend pas. Voilà, parce qu'il y a 10 ans, quand on posait la question, une quinzaine d'années, quand on posait la question, il y avait que 5 personnes qui levaient la main. C'est intéressant.
Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce moment de ma vie en 2013 où j'étais dirigeant de société et à la fois très engagé dans l'économie sociale et solidaire, je me sentais de plus en plus en tension entre ces deux parties de moi-même. Celle qui était dirigeante d'une société, qui devait assumer tous les jours la responsabilité de devoir équilibrer des charges avec des produits, en plus avec des personnes en situation de handicap ou avec des personnes très éloignées de l'emploi. Et puis de l'autre côté, le militant, l'activiste qui lui voyait bien que là, je relevais des jambes pour aller se faire casser quelques années plus tard sur ce même système qui m'avait financé pour les réparer. Et donc, à un moment donné, je sentis une tension assez forte en moi et je me suis dit, mais c'est pas possible que mon talent d'entrepreneur ne serve qu'à équilibrer des comptes de résultats et à produire des bons petits soldats qui vont les produire de la valeur monétaire sur les marchés. Et donc, j'ai pris un vélo, j'ai fait 4500 km en vélo et je suis allé à la rencontre de tous ces gens qui avaient quitté leur vie pour changer la vie. Et ces gens, ils étaient souvent à la campagne, c'est rigolo, hein? Parce que là-bas, c'est un peu plus cool. Enfin, du coup, je ne veux pas dire qu'ici, c'est pas bien. Je dis, c'est juste, c'est un peu plus cool. Voilà, je mets 5 minutes pour aller à mon bureau, par exemple, pour ça, qui ça parle. Donc, du coup, et là, je me suis rendu compte que tous ces gens qui avaient quitté leur boulot pour s'aligner sur leurs valeurs et pour essayer à prendre le bras le corps les problématiques de commun, l'énergie, l'eau, l'alimentation, l'éco-construction, les véhicules en partage, la transition écologique, l'accès à la culture, la monnaie, le revenu de base, la gouvernance partagée, ça en fait des sujets qu'on pourrait aligner les uns les autres. Et bien, tous ces gens, en fait, que je rencontrais à vélo, ils s'étaient tous appauvris. Ils étaient devenus des travailleurs pauvres de la transition. Et moi, à l'époque, j'étais consultant, directeur. Je gagnais 70 fois plus qu'un agriculteur que j'ai rencontré pendant mon tour de France, qui lui travaillait 70 heures par semaine pour 700 € par mois. Et moi, j'ai pleuré en tant que dirigeant entrepreneur. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous? Parce que ces gens qui avaient quitté les villes pour venir habiter à la campagne, je ne dis pas encore une fois, je ne veux pas opposer les villes et les campagnes, juste je parle de ceux qui ont voulu entrer en transition. Comment ça se fait que ces gens-là, qui portent nos communs depuis des années et des années, finissent dans la pauvreté, divisent leurs revenus par 10, travaillent 70 heures par semaine pour 700 € par mois? Alors que d'autres, en rapprochant les ordinateurs des cœurs des bourses, ils gagnent des millions d'euros. Il n'y a pas un truc qui déconne. Article 1er des droits de l'homme de 1789, les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. L'utilité commune, c'est les activités au service des communs. Et les communs, c'est quoi? C'est ce qu'il y a au centre des communes. Ce qu'on décide de partager ensemble, de faire société. Sauf que quand vous commencez à prendre conscience de ça, et que vous montez ensuite comme avec un zoom ou comme si vous étiez un oiseau et que vous regardez ça, j'arrive à la pensée complexe, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'arrive là-haut et là tout à coup, je mesure la complexité du machin. Et je dis, mais on ne va pas y arriver en finançant des habitants, en finançant des associations, en finançant des collectivités territoriales, en finançant des entreprises, bref, en saucissonnant tout les organes du corps social, et en nous faisant croire que c'est en finançant tel ou tel organe du corps social que l'on va développer un écosystème coopératif territorial qui va prendre à bras le corps les problèmes complexes dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Non, ce ne sera pas possible. Il va falloir qu'on arrête de financer que des entreprises, il va falloir qu'on arrête que de financer des associations, il va falloir qu'on arrête de financer des habitants, qu'on arrête de financer des collectivités territoriales et qu'on finisse par financer le métier d'entre les métiers. Le métier d'entre les métiers. Oui, je veux ce job. Parce que si on ne finance pas le métier d'entre les métiers, il n'y aura plus de métier. Et métier, comme dit Patrick Ivry, que j'aime beaucoup, qui est pareil par rapport à Edgar Morin, mon autre parrain, on va dire, dans ma pensée, qui me guide dans ma pensée, il dit toujours, on nous a volé les mots, il faut se réapproprier les mots, sinon on ne pourra plus penser le monde. Et bien pour moi, le travail d'Edgar Morin, que vraiment je salue là, parce que beaucoup de ce que je fais aujourd'hui, beaucoup de ce que nous faisons à Terra est issu en tout cas des réflexions et de sa pensée, c'est d'avoir posé de la lumière à des endroits où je pensais qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire tout ce qu'il y a entre nous, et que ni l'État, ni le marché ne financent.
La solidarité, quand je dis la solidarité, je parle aussi de la sororité, c'est-à-dire ce lien fraternel qui unit les gens entre eux et qui permettent à un moment de dire « Ok, c'est bon, j'ai compris, je vais coopérer avec tes propres enjeux et tu vas essayer de coopérer avec mes propres enjeux. » Ça, c'est le problème qu'on a eu concrètement quand on est arrivé après 3 Tours de France en vélo, parce qu'on en a fait 2 autres, à la rencontre de tous ces acteurs des territoires, et qu'on est venu s'installer dans ce petit village dans le coin de la France, dans le sud-ouest de la France. Et là, on est arrivé et on a dit « Waouh, ça va pas être facile, hein ?» Parce que dans nos petites communes rurales, je vous rappelle qu'il y a 1 commune sur 3 en France qui est en train de crever, alors que les communes rurales, enfin les communes, c'est le cœur de la République. Hein, c'est les poumons, c'est les cellules de base, les cellules souches. Vous imaginez si dans votre corps, vous aviez que des grosses artères, la gueule que vous auriez? Vous n'auriez pas de cerveau. Vous ne pourriez pas vous toucher. Vous ne pourriez même pas regarder, ni entendre. Eh bien, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est de ne plus avoir que des aortes, des gros canaux, des flux financiers, des flux économiques, des flux de personnes, des flux de marchandises, des flux d'informations, mais des gros flux. Et vous savez pourquoi? Parce que tout ça est fondé sur l'idée qu'il faut des capitaux impatients à intérêt modéré. Parce que quand on a voulu commencer à agir dans cette petite commune, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'argent dans ces communes. Il n'y a plus de revenus. Il y a 2 fois moins de revenus dans les petites communes que dans les grandes, que dans la moyenne française. Pourquoi? Parce que dans ces petites communes, il n'y a plus de production à l'usage des habitants. Il n'y a plus de distribution, plus d'artisans, de commerçants. Mais il n'y a plus non plus donc, de revenus, d'activité, mais il n'y a plus d'épargne aussi. Parce que l'épargne, elle quitte les petites communes pour aller s'investir sur les marchés financiers. Elle s'est passée de 29% à 44%. Pourquoi je dis ça? C'est pour vous montrer que tout ça a du sens. C'est-à-dire que parce que dans ces communes rurales, il n'y a plus d'activité concrète de production, énergie, eau, alimentation, éco-construction, véhicules en partage, activités autour de la transition, accès à la culture, pris dans ce sens large, éducation, technique, art, sciences, tout ça a disparu. Les gens font 15 km pour aller acheter à manger, alors qu'il y a des champs partout. Allô? Allô? Par contre, quand on regarde ça, on se dit, mais là, comment on fait? Et là, on est heureux d'avoir des gens comme Edgar Morin. Parce que Edgar, il dit, les choses, elles peuvent être dialogiques. Je vais vous parler en 2 minutes de la dialogie inter. Dialogique, ça veut dire que les choses peuvent être antagonistes. Donc ça veut dire qu'un l'une grandit, l'autre diminue. Elles peuvent être concurrentes, c'est-à-dire qu'elles sont concurrentes sur les mêmes ressources, et en même temps, elles sont complémentaires. Ça veut dire que si l'une meurt, l'autre meurt aussi. Alors quand on a compris ça, on se dit, plutôt que de diriger notre colère sur telle ou telle partie prenante qui n'est que le reflet d'une organisation sociale globale qu'on a accepté tous ensemble de laisser aller, eh bien on se dit, tiens, on va essayer de communiquer avec les personnes qui sont sous ces rôles et voir si on ne pourrait pas commencer progressivement à recréer le métier d'entre les métiers, c'est-à-dire un métier qui va recréer des valeurs immatérielles. Des valeurs immatérielles qui ne sont pas financées aujourd'hui ni par le marché, ni par l'État. De la confiance entre les acteurs, par exemple. Et pour faire de la confiance, ça prend beaucoup de temps. Ça nous a mis 10 ans pour commencer à travailler les parties prenantes. Mais si les parties prenantes commencent à avoir confiance les unes avec les autres, les collectivités, les entreprises, les artisans, les producteurs, les habitants, les associations, et qu'ils commencent à voir que finalement, là, eh bien, on commence à faire des choses ensemble, et que ces choses-là, elles ont un intérêt collectif. Elles sont d'utilité commune. Alors, chacun commence à faire un pas de côté, en disant, tiens, plutôt que de tirer le petit bout de drap vers moi, je vais t'enfiler un petit peu, parce que je commence à comprendre que si je t'enfile un petit peu, tu pourras toi aussi développer tes propres valeurs qui seront utiles à l'intérêt collectif qu'on poursuit, et donc du coup, je veux bien commencer à coopérer. Et je passe de la confiance à la coopération. Et parce que je commence à coopérer avec des parties prenantes qui ne pensent pas de la même façon que moi, je commence à retrouver un corps social. Comme j'ai des organes dans un corps humain qui collaborent à un intérêt collectif, là, c'est la même chose. Et donc, progressivement,
on est arrivé, on était très peu nombreux, on était une dizaine. Aujourd'hui, on est plus de 100 avec des enfants, des petits-enfants. Il y a même des grands-parents qui viennent habiter cette petite commune. Et puis surtout, on commence à produire de la valeur. Ça aussi, c'est vachement important. C'est-à-dire, on peut commencer à monétiser ce travail du métier d'entre les métiers qu'on a construit entre ces parties prenantes, parce qu'aujourd'hui, comme on sait mieux travailler ensemble, on peut commencer à s'organiser et être plus efficient. Donc passer de la résilience à l'efficience. Mais pour ça, ça nous a pris 10 ans, quasiment. Or, si on veut revitaliser nos communes rurales, si on veut accueillir ces millions de Français qui veulent quitter les grandes villes pour venir habiter dans ces petites communes, il va nous falloir changer radicalement la façon dont on finance nos entreprises, nos collectivités, nos habitants et nos associations. Il va falloir inventer de nouveaux véhicules financiers en circuit court, comme les tomates. Oui, les tomates, on les produit localement. Il faudrait maintenant qu'on commence à réfléchir à comment on peut ramener toute cette finance au service de la production de biens et services vitaux aux habitants des territoires de vie dans lesquels on habite. Et pour ça, il faut aller vers ce qu'on appelle des capitaux patients à intérêt modéré. Et là, c'est encore quelque chose d'important par rapport à Edgar, puisque les capitaux à intérêt modéré, il y a quelques années, je ne savais même pas ce que c'était. C'est une émergence du travail qu'on a fait avec les parties prenantes du territoire, parce qu'on voulait construire ensemble quelque chose qui grandit avec eux et pas contre eux ou à la place d'eux. Et à un moment donné, on s'est dit, mais si on veut vraiment dynamiser cette transition écologique et sociale profonde, il va falloir aussi trouver le moyen d'avoir des capitaux patients à intérêt modéré. Et ça, c'est une émergence du projet. C'est-à-dire, au début, on ne savait pas. Un autre exemple d'émergence, au début, quand on est parti, on voulait créer un éco-village. Et d'ailleurs, Terra, ça voulait dire tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Et le petit baseline qu'il y avait dessous, c'était un éco-village pour le 21e siècle. Et quand on a commencé à travailler avec les parties prenantes du territoire, au début, ça n'était pas facile du tout. On s'est dit, mais c'est pas possible, on ne va jamais y arriver dans un éco-village. Il faut un territoire beaucoup plus grand qu'un éco-village. Et alors, au lieu de s'agripper à notre super baseline, un éco-village pour le 21e siècle, on a dit, mais non, il faut un écosystème pour le 21e siècle. C'est-à-dire, il faut ouvrir, en fait, ce qu'on voulait faire entre personnes qui partageaient les mêmes valeurs, mais il faut l'ouvrir à toutes ces personnes qui, sur le territoire, elles aussi, elles ont besoin de relocaliser une alimentation saine, de l'énergie renouvelable, des bâtiments éco-construits, durables et biosourcés, des véhicules en partage et de l'énergie renouvelable. Et donc, du coup, on a commencé à travailler de plus en plus avec les parties prenantes du territoire. Et aujourd'hui, maintenant, on travaille avec l'État, avec l'ADEME, avec la région, avec le département, avec la communauté de communes, avec 3 petites communes, puisque maintenant on est sur 3 petites communes. Et ensemble, on s'est tourné vers les marchés financiers pour financer une nouvelle solution intégrée. 3e élément aussi de la pensée complexe d'Edgar Morin. Ce qu'on appelle, nous, une solution intégrée, c'est à la fois quelque chose qui a des impacts locaux, donc les composants, mais en même temps, ces choses qui ont des impacts locaux peuvent avoir des impacts globaux. Si mon action elle a un impact global et qu'en même temps, elle modifie quelque chose au niveau global, alors je continue et je renforce mon action. Si par exemple mon action elle est que globale, elle change des trucs là-haut et qu'elle change rien en bas, ou qu'elle change des trucs en bas mais qu'elle change rien en haut, c'est peut-être le moment d'envisager là aussi de mettre mon énergie, mon argent, mon temps limité de vie pour justement engager des actions locales. Et pour engager ces actions locales, il faut intégrer la finance. Il faut intégrer les grandes entreprises. Il faut intégrer tous les gens qui ont envie d'aller dans cette direction. Et pas dire « Ouh, les méchants !» Parce qu'on est les méchants. Si nous, on n'a pas envie d'aller dans les grandes surfaces, il n'y aura plus de grandes surfaces. Si nous, on ne veut pas rouler dans des voitures de 2 tonnes pour transporter 80 kilos, au bout d'un moment, il n'y aura plus de voitures de 2 tonnes. Moi, je peux vous le dire. Donc, encore une fois, ce n'est pas que les gros méchants industriels ou les gros méchants financiers ou les gros méchants politiques. C'est aussi nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça ? Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à un moment donné, on s'est tourné vers les marchés financiers pour financer le premier quartier rural en transition qu'on a créé avec une petite commune dans lequel on a concentré tout ce qu'on est en train tout ce qu'on a vécu pendant plusieurs années. Et là, on est allé chercher des capitaux patients intérêt modéré pour financer ce projet. Et là, ça a été compliqué. On a fait plus de 150 rendez-vous avec mon ami Olivier. 50 institutions de la société civile, publiques ou privées, y compris des structures qui sont faites normalement pour financer les territoires.
Et on leur a dit, vous trouvez le projet super? Ah, le projet, il est vraiment super. Il couvre vraiment toutes les coches du développement durable. Vous relocalisez la production dans les villages, vous créez des activités super. Top. Le problème, c'est que nous, on a baissé notre rentabilité financière pour augmenter la rentabilité sociale et écologique. Et donc, du coup, on ne pourra pas vous servir un remboursement du capital immédiatement. Il nous faudra au moins entre 10 et 15 ans, le temps de reconstruire le territoire. Et puis, les intérêts, comme on n'a pas beaucoup de rentabilité financière, il faudra que les intérêts soient plus modérés parce que nous, on prend en compte les autres parties prenantes que sont la rentabilité écologique et la rentabilité sociale. Donc, on ne pourra pas vous servir 7 ou 8 ou 9 ou 10%. On ne pourra vous servir que 2%. Donc, remboursement à 10 ans à 2%. Et là, silence radio, on n'a trouvé personne. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, quelque chose qui est complètement au cœur de la pensée complexe, la fraternité. On a dit, on va se tourner vers les citoyens. Et on s'est tourné vers les citoyens, et en 4 semaines, on a collecté 845 000 € pour le projet. Non, mais c'est la honte. Vous ne trouvez pas que c'est la honte? C'est la honte. On revitalise des zones rurales, on recrée de l'activité, on le fait dans le respect des humains et de la nature, on a une gouvernance partagée, on bosse avec toutes les parties prenantes de la société et on n'arrive pas à trouver ni au niveau de l'État, ni au niveau de la société civile, ni au niveau du secteur privé, des gens qui veulent mettre un petit peu d'argent. Oui, c'est vrai, c'est pas une start-up, c'est plutôt une start-down ce qu'on fait. Donc du coup, ça va moins cracher, je suis d'accord avec vous. Mais ça va cracher aussi de la rentabilité sociale et de la rentabilité écologique. Et je terminerai là-dessus, qui est pour moi super important, c'est que tout ça, on a pu le faire parce que justement, on a pensé qu'on ne savait pas. Parce qu'on l'a co-construit avec toutes les parties prenantes de la République, parce qu'on n'a pas essayé de claquer sur le futur nos idéologies qui datent du 19e ou du 18e siècle, mais on a laissé émerger ça. On est parti sur des principes de vie, et après on a laissé faire, en fait. Et tout ça, on le doit à quoi? Ben, on le doit à ceux qui nous ont éclairé ces zones en disant « Hé les mecs, les métiers, c'est entre les métiers. » Okay. Et je remercie donc Edgar d'avoir participé à ça. Voilà. Merci. Alors, Pascal, maître du temps, on s'arrête là, c'est ça la tête que tu me dis là, c'est on s'arrête là? Ok, donc, merci. Eh oui, oui. Donc je vous remercie tous les 4 pour vos retours et on en retient des mots, des éléments, j'espère, assez concrets et assez atterris d'action en complexité qui vont être des constats aussi. Hein. C'est que parler de la complexité, c'est bien, mais l'incarner, c'est mieux. Donc on a parlé d'une posture du doute constant, d'une posture d'être en permanence en train d'apprendre et d'une posture basse, donc pas d'incarnation de pouvoir par défaut, c'est-à-dire une posture d'écoute. On a beaucoup parlé aussi de l'agir en complexité qui va parfois être le non-agir. Les diagnostics et les stratégies de la situation et le diagnostic aussi de notre marge de manœuvre de changement, elle est essentielle pour savoir parfois se retirer. Et l'agir en complexité, on a constaté que ça pouvait être assez difficile, que ça allait à contresens de notre culture collective, de rentabilité, de hiérarchisation, de disjonction. À ce sens-là, on ne peut pas rester ensemble. Donc agir en complexité, ne restons pas seuls, constituons des réseaux. Et il y a quelque chose dont on pourra parler plus tard sûrement dans la suite de l'Université populaire, qui est les questions de pratiques réflexives collectives. Et donc là, Nathalie, tu nous as parlé d'analyse de pratique. Xavier et Frédéric, vous m'avez aussi raconté comme au sein de vos collectifs, vous avez essayé d'instaurer des dispositifs de régulation, de réflexivité des différents communs, communautés et des différentes personnes engagées dans la liste. C'est un espace qui, pour moi, me semble au cœur de l'accompagnement de l'agir en complexité. Donc, ne restons pas seuls et il me semble que c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Merci beaucoup.